Alors, je suis orthophoniste, moi, de formation. Donc, je fais partie, effectivement, du programme d'orthophonie de longue date. Ça fait longtemps. J'ai été orthophoniste clinicienne pendant 15 ans. Et après ça, ben, j'ai commencé là, mon périple en recherche. Effectivement, je m'intéresse beaucoup au développement du langage des enfants, mais je dirais que je m'intéresse encore plus aux conditions, plus proches, aux conditions qui soutiennent ou qui nuisent au développement des enfants. C'est mon grand questionnement. Je vais essayer de vous accompagner dans cette histoire-là pour que vous suiviez ma logique. Qu'est-ce qui m'a amené là? Mélissa m'a demandé, puisque je suis la première à vous parler, de un peu définir dans ces grandes lignes ce que c'est que le langage. Alors, le langage, c'est bien sûr, quand on pense au langage, on pense souvent à des mots. Les enfants vont dire des mots. C'est vrai, le vocabulaire, c'est un des aspects du langage. Après ça, les enfants, ben, ils vont les combiner, ces mots-là. Alors, au tout début du développement, ben, c'est pointer. Éventuellement, c'est pointer et dire un mot. Ensuite, c'est 2 mots. Ensuite, c'est 3. Ensuite, c'est 4. Les enfants on appelle ça la syntaxe. Les enfants vont apprendre à conjuguer les verbes, mettre les mots féminins, mettre les mots pluriels, c'est le faux. On appelle ça la morphologie du langage. Les enfants, apprendre à parler de différentes choses, à communiquer à propos de choses très variées. Ils vont apprendre aussi à exprimer leurs intentions de communication. Donc, exprimer un besoin, exprimer un sentiment, faire une demande, répondre à des questions. Ça, c'est la pragmatique du langage. Alors, les enfants, ils font tout ça, ils apprennent tout ça, et pensez-y 2 secondes, là. À 3 ans, là, un enfant, là, ça comprend, puis ça se fait comprendre. C'est extraordinaire. Puis ça va aller, disons, jusqu'à 5 ans, là, pour que leur langage soit très, très proche du langage adulte. Donc, 0-3 ans, c'est une période très importante pour le développement. On sait, il n'y a pas beaucoup de controverses dans la littérature là-dessus, on sait que les enfants viennent au monde avec des capacités innées pour apprendre à parler. Hein? Ils ont des habiletés perceptuelles, auditives, d'attention, ils ont un désir de communiquer. Les enfants humains, là, ils veulent communiquer. Ils viennent au monde avec ça. Puis d'autres de mes collègues vous en diront beaucoup plus sur plein de détails qui vont faire qu'ils ont ce qu'il faut pour apprendre à parler. Mais toutes ces belles compétences-là avec lesquelles ils arrivent, là, ça ne se développe pas tout seul. Hein? Ça se développe dans un contexte relationnel. Ça prend des personnes qui parlent aux enfants pour que les enfants apprennent à parler. Évidemment, les premiers à qui on pense, c'est les parents, mais les enfants sont aussi relativement rapidement en contact avec des éducatrices dans des services de garde, par exemple. Alors, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Dire, oui, le développement, c'est intéressant de voir la progression, de voir comment c'est relié, toutes ces composantes-là dont je vous parlais tout à l'heure, comment elles sont reliées entre elles. Mais moi, ma motivation, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui favorise le développement du langage. Et comme clinicienne, donc je vous disais que j'ai été clinicienne pendant 15 ans. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à la fin de ce 15 ans-là, à travailler auprès d'une population très, très vulnérable sur le plan des conditions environnementales. Beaucoup de pauvreté économique, beaucoup de pauvreté culturelle, beaucoup d'isolement social. Et on le savait à ce moment-là, on le sait peut-être encore de façon plus détaillée aujourd'hui, que les enfants qui grandissent dans des conditions parlons ici de pauvreté, sont plus nombreux à présenter des difficultés de langage que les enfants de la population en général, qui sont mieux nantis, disons. OK, donc on sait ça. Mais moi, ça ne me disait pas quoi faire là, avec ces familles-là. Tu sais, comment travailler avec des familles qui sont aux prises avec tellement de conditions adverses. On parle de pauvreté, mais la pauvreté économique, ça ne vient pas tout seul. Ça vient souvent avec l'isolement social. Ça vient souvent avec des conditions de travail, si on travaille, qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas favorables. Ça vient souvent avec toutes sortes de stress qui sont reliés. Déjà, être un parent, ça génère des stress, hein, des stress parentaux. Tu es des parents ici, là? Hein? Alors, hein, les stress, ça vient avec le bébé, ça un peu. Mais en plus, il y a les stress de la vie, il y a les stress de donner à manger à sa famille. Bon. Et moi, je ne savais pas quoi faire avec ça. Alors, je me suis rappelé que quand j'étais à l'université, il y a un grand bonhomme qui s'appelle Urie Bronfenbrenner, qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'écologie du développement humain ».
C'était tellement compliqué, moi, j'avais rien compris. Puis pour vous dire, nos profs, ils comprenaient pas beaucoup plus que nous quand ça a été écrit. Bronfenbrenner, c'est un brillant. Mais disons qu'il y avait pas beaucoup de facilité, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé par d'autres, à communiquer sa pensée. Alors, il y a eu le grand Camille Bouchard qui a repris les écrits de Bronfenbrenner puis qui les a vulgarisés. À mon avis, il a fait ça pour ses étudiants. Il était prof à l'UQAM à cette époque-là en psychologie. Et là, c'est devenu accessible. Donc, c'est quoi l'écologie du développement humain? C'est cette idée que les enfants se développent, et là, on ne parle pas juste de langage, le développement de façon générale, que ça se fait dans un contexte. L'enfant, il se développe avec ses parents, mais ces parents-là, ils vivent dans une communauté. Cette communauté-là, elle est dans une société dans laquelle il y a des lois, il y a des valeurs, il y a des facilités ou non. Ils vivent dans des quartiers où il n'y a pas de parc, où il y a des parcs, ou ainsi de suite. Donc, les conditions dans lesquelles les enfants grandissent ne sont pas équivalentes pour tout le monde. Et quand on a des conditions adverses, ben, ça vient influencer le développement de l'enfant. Alors, on se dit, bon, il y a peut-être une piste là-dedans pour comprendre comment je peux aider mes familles qui ont des difficultés. Après ça, il y a eu une autre étude très importante, c'est celle de Samroff. Lui, il a dit, oui, c'est beau, on appelle ça des facteurs de risque, hein, toutes ces conditions-là défavorables. Dans la littérature, on dit souvent des facteurs de risque. Lui, Samroff, il a dit, c'est pas juste les facteurs de risque, c'est le cumul des facteurs de risque qui met le trouble, en fait. C'est un facteur de risque, tu peux vivre avec, mais quand on a 10, ça peut devenir vraiment compliqué. Et ces recherches ont vraiment montré ça, encore une fois, sur le développement cognitif de façon générale. Alors ça, moi, ça m'a allumé aussi. C'est que c'est là que je suis allée étudier plus loin pour comprendre ça. Je le dis à mes étudiants, mais je me le disais à moi-même, il ne faut pas que mon intervention en orthophonie devienne un facteur de risque de plus. On ne va pas en rajouter. On va essayer de les aider, mais on ne va pas en rajouter. Mais comment on fait ça? Comment on comprend ça? Alors, on a fait une première étude sur la négligence. Pourquoi la négligence envers les enfants? Parce qu'on voulait une population, pour comprendre la question des facteurs de risque et du cumul, ça prenait une population dans laquelle il y a beaucoup de facteurs de risque. Et chez les 0-5 ans, les enfants qui sont le plus confrontés à des facteurs de risque, ce sont les enfants négligés. Hein, on est des enfants, donc ce sont des enfants qui sont pris en charge par la protection de la jeunesse pour maltraitance. La maltraitance, c'est l'abus physique, l'abus sexuel et la négligence, les trois plus grandes catégories. Et la négligence, c'est la forme de maltraitance la plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. 62,1% des enfants pris en charge par la protection de la jeunesse à moins de 5 ans le sont pour négligence. C'est 1% des enfants du Québec, c'est beaucoup de monde. Fait qu'on trouvait que non seulement il y avait une pertinence scientifique, mais il y avait une pertinence sociale à mieux comprendre ce qui arrive à ces enfants-là, puis une pertinence, bien sûr, clinique. Est-ce que ça ne devrait pas avoir des retombées sur nos interventions? Vous vous rappelez que c'était ma question de départ. Alors, on a fait une première étude qui a montré que les enfants négligés, ils ont effectivement beaucoup plus de problèmes que tous les autres enfants. La prévalence, le risque d'avoir des problèmes de langage est plus élevé que dans la population générale, beaucoup, et plus élevé aussi que chez nos enfants qui vivent dans des contextes de pauvreté dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des enfants qui ont beaucoup de facteurs de risque. Donc, on a pu étudier quels sont les facteurs qui font que beaucoup d'enfants ont des problèmes, mais il faut vous dire aussi que c'est pas tout le monde qui en a. Il y a des enfants qui vont bien quand même. Donc, ceux qui vont bien, on appelle ça des facteurs de résilience ou des facteurs de protection. Bien, pourquoi eux autres ils vont bien, puis pourquoi eux autres ils vont pas bien? C'était ça nos questions. Dans la première étude, on a montré la quantité d'enfants qui présentaient des difficultés. Dès l'âge de 9 à 18 mois, les enfants avaient un développement très en deçà des autres enfants, puis ça augmentait. Donc, autour de, mon Dieu, je n'ai pas mes chiffres, j'aurais dû regarder ça, autour de, mettons, 15% chez les plus petits, qui augmente à 30, qui augmente à 42 chez les enfants de 2 à 3 ans. 42% des enfants dont le développement a un écart par rapport aux enfants de la population en générale. Sauf qu'on n'a pas été capable de voir les facteurs de risque parce qu'on n'avait pas assez de puissance statistique ou nos outils n'étaient pas assez fins, je ne sais pas, mais on n'y est pas arrivé. Fait que là, on a fait une autre étude, celle qui vient de finir. Pour moi, elle vient encore de finir, mais c'est quand même 2019, là. Ça commence un petit peu, parce qu'on publie, là, on est beaucoup là-dedans.
Alors là, on est allé chercher des enfants de 3 ans, négligés aussi, qu'on a suivis les mêmes pendant 2 ans et demi. Donc, on les a pris à 3 ans, puis on les a suivis jusqu'à 5 ans et demi. Là, on a tracé les trajectoires développementales du langage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la syntaxe, la morphologie, la prononciation, toutes ces choses-là. Puis on a fait un groupe de comparaison d'enfants qui venaient des centres de la petite enfance pour comparer le développement. Bien, les enfants en négligence, ils sont tous bien en deçà du groupe de comparaison. On n'est pas surpris, c'est à ça qu'on s'attendait. Mais ce qu'on a regardé aussi, puis ça c'est vraiment intéressant, c'est que dans le groupe des enfants en négligence, je vous disais, il y en a quand même qui vont bien. Bien, on a regardé, est-ce qu'ils se séparent les enfants? Puis effectivement, dans nos enfants négligés, on en a un certain nombre qui se développent comme les enfants de la population en général, puis d'autres qui ont vraiment des difficultés ou un retard qui est très, très important. Donc, oui, c'est une population qui présente des difficultés importantes. Puis pourquoi en recherche c'est important c'est important, moi je trouve ça important, mais c'est intéressant de regarder des populations extrêmes, mais ça nous informe également sur les processus, sur comment ça se développe le langage. Alors là, je sens que vous voulez savoir c'est quoi les facteurs de risque, mais vous ne saurez pas ce soir parce qu'on est en train de faire les analyses par rapport à ça. Alors, on a mesuré plein de variables. Je suis encore correct dans mon temps? OK. On a mesuré plein de variables, je vous en donne. Évidemment, le revenu. Mais le revenu, là, être pauvre, là, c'est pas directement relié au développement du langage. Ça passe par d'autres variables. Parce que quand on est pauvre, souvent on vit dans des quartiers moins bien nantis, en structure favorable pour les enfants, moins de bibliothèques, moins de parcs. Aussi, ça peut entraîner l'isolement social, ça entraîne parfois des difficultés conjugales, des difficultés familiales, ça entraîne tout ça. C'est tout relié chez beaucoup de familles, ces facteurs-là. Alors, on a mesuré tout un ensemble de facteurs comme ça et on est en train de faire les analyses actuellement sur qu'est-ce qui influence le plus. Je vais vous quitter là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une variable qui est on l'appelle une variable proximale, donc qui est directement reliée au développement du langage. Vous penseriez que c'est quoi? Une variable très, très déterminante, c'est l'interaction entre le parent et l'enfant. Et par définition, la négligence envers l'enfant, c'est une perturbation de la relation parent-enfant. C'est aussi une perturbation de la relation entre la famille et la communauté, mais je n'ai pas le temps de vous parler de ça ce soir, mais la perturbation de la relation parent-enfant, qui est au cœur de la problématique de négligence, mais cette perturbation-là, elle explique très fortement les difficultés de langage de l'enfant. En fait, elle est reliée très fortement au niveau de développement de l'enfant. C'est logique, c'est cohérent avec ce qu'on se disait au début. Les enfants, ils ont tout ce qu'il faut pour apprendre à parler, mais encore faut-il qu'on leur parle, encore faut-il qu'on les stimule, qu'on les encourage. Et donc, cette population-là négligente nous a vraiment permis d'approfondir cette question-là de l'interaction parent-enfant. Donc, on parlait d'ingrédients actifs. C'est clair que un des ingrédients actifs du développement langagier, c'est la qualité de l'interaction entre les parents et l'enfant. Ça, c'est vrai pour toutes les populations, là. La qualité des interactions. Puis après ça, on dira, la stimulation, aussi, la façon dont les parents parlent aux enfants, bien sûr que ça va être déterminant aussi. Fait que là, ce qu'on cherche, c'est dans nos autres facteurs autour, qu'est-ce qui vient influencer. Peut-être qu'on ne trouvera rien là, c'est ça la recherche. On pose plein des questions, mais on ne trouve pas souvent beaucoup de réponses, mais en tout cas, on cherche. Essayez de voir, qu'est-ce qui vient influencer l'interaction. Je m'arrête ici, je vous remercie.